Excellent dossier de Thomas Gerbet. Cette machine radio-canadienne qui nous apprend que Hydro-Québec estime que les communautés autochtones lui doivent 250 millions de dollars en factures d'électricité non payées. Pas des travaux qui ont été faits pour... Non, des citoyens, des contribuables qui contribuent pas assez, il faut croire, parce qu'ils reçoivent leur facture d'électricité de façon assez fière. Là. Devant Thomas Gerbet, il y en a un il dit « Check, 75 000 que je dois, j'ai pas payé depuis 10 ans. Chrouch, déchire ça, puis il dit « Je payerai pas. » Mais toi, d'où ce que je pense, ta facture d'électricité, écoutez, c'est 250 millions de dollars, et juste depuis 2016, c'est une centaine de millions qui se sont ajoutés. Il n'y a pas une de ces personnes-là qui a été débranchée. Pourtant, sur une base annuelle, c'est 35 000 Québécois, Québécoises qui sont débranchés parce qu'ils ne paient pas leur électricité. Et je sais qu'Hydro-Québec a une certaine sensibilité. Ils ne débrancheront pas en grand froid hivernal et tout ça, mais c'est le genre de choses qui va arriver. Et ce que le travail de Thomas Gerbet nous permet de constater, c'est qu'à Hydro-Québec, évidemment, on est conscient de ça, mais on n'ose surtout pas intervenir. Parce que le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, a mis en place un chantier de réconciliation économique avec les Premières Nations. Fait qu'on dit, écoutez, là, c'est parce que là, tu sais, on a 100 milliards d'investissements qui s'en viennent d'ici 2035, des parcs éoliens, des réfections de barrages, des nouveaux barrages, etc. C'est pas le temps de se chicaner. Probablement que le timing n'est pas bon, Jérôme. Mais comment ça se fait qu'on a laissé ça aller? Comment ça se fait qu'il y a ce double standard-là? C'est ça, c'est la question des négociations territoriales qui s'en vient. Je veux dire, on s'en va vers des nouveaux barrages. On ne veut pas se mettre les communautés autochtones à dos. Et Michael Sabia lui-même a décidé de ne pas collecter et de ne pas débrancher l'électricité sur les réserves autochtones. C'est ça la réalité. Là. C'est une décision... c'est carrément une décision politique qui a été prise par Michael Sabia. Dans sa stratégie de développement des barrages hydroélectriques, ça a souvent été périlleux. Rappelez-vous, Grande Baleine, les plus vieux. C'est exactement ça l'enjeu. On peut-tu écouter le porte-parole d'Hydro-Québec? Moi, il me fait capoter, sérieusement. Essayez de donner ces arguments-là, vous autres. Mettons que, je parle pas des irresponsables, mais mettons quelqu'un qui a de la misère à arriver, là, puis qui regarde le compte d'électricité, ça passe plus, pour X raisons, perdu sa job, peu importe, une bad luck dans la vie, ça peut arriver. Quand le gars d'Hydro-Québec va arriver pour débloquer pour débrancher le courant chez vous, essayez les arguments que le porte-parole va vous donner quand il justifie le non-débranchement dans les communautés autochtones, dans le Nord. C'est pas d'arriver avec des punitions, c'est de trouver des solutions. Et là, on vient d'entamer une grande démarche de réconciliation économique. C'est une des priorités du plan d'action qu'on a lancé il y a 1 an. Donc, réconciliation économique qui vise à, d'une certaine façon, réparer le passé, puis nous tourner vers l'avenir en mettant en place des partenariats avec les communautés autochtones. Donc, dans ce contexte-là, contexte où on fait le tour du Québec, où on veut entendre les préoccupations des communautés, rechercher des solutions, c'est certain que de notre point de vue, couper le courant dans les communautés, ce serait vraiment pas la bonne façon de faire. Ça serait pas de nature à favoriser le rapprochement, le dialogue et, ultimement, ce qu'on souhaite, la réconciliation. Écoute, au moins, ça a le mérite d'être honnête. Là. Au moins, ils nous disent la vérité. Wow, on n'ose pas aller là. On veut pas aller là. Puis, en passant, s'il y a des gens qui se disent, parce qu'on a reçu ce commentaire-là lorsqu'on a effleuré le sujet au début du show, il y a un auditeur qui disait ouais, mais avec les compteurs intelligents, là, Hydro-Québec n'a pas besoin d'aller couper l'électricité. Ils le font à distance. Non, mais c'est parce qu'il vous manque un bout de l'information. Là. C'est que la plupart des communautés autochtones refusent à leur corps défendant qu'Hydro-Québec aille installer des compteurs intelligents. Il n'y en a pas de compteurs intelligents dans ces réserves-là parce qu'à l'époque, puis ça avait fait l'objet de nouvelles, de reportages il y a plusieurs années, si Hydro-Québec se présentait avec ses techniciens dans une communauté, disait bon, on vient installer des compteurs intelligents parce qu'au Québec, on a dit aux gens qu'ils étaient obligés d'avoir des compteurs intelligents. C'était pas un choix. Là. Eux autres, ils disaient ah ouais? Tu penses que tu vas venir installer des compteurs intelligents chez nous? Petite nouvelle pour toi, ça n'arrivera pas. Puis là, oups, le technicien il revirait de bord puis il s'en allait pour pas foutre le trouble parce qu'on a toujours peur de vivre un autre au cas et tout ça. Je le sais que c'est sensible, OK? Je comprends qu'Hydro-Québec peut pas là, arriver puis bading, puis on veut pas que ça éclate, on veut pas que ça pète, sauf que
de tolérer l'intolérable aussi longtemps vient accentuer le risque lié à un geste qu'éventuellement le gouvernement ou Hydro-Québec pourrait poser, dire bon, ben OK, là, ça va être assez. Puis au-delà de ça, Jérôme, moi, ce que je trouve le plus déplorable là-dedans, j'en ai souvent jasé en entrevue avec l'excellente Michèle Audette, qui est rendue sénatrice, qui est une bonne voix pour les communautés autochtones. C'est que, tu sais, on parle du racisme systémique qui existe. On parle de l'intolérance envers les communautés autochtones, difficultés d'intégration et tout ça. Mais c'est parce que moi, je pense qu'une des solutions, en plus de la sensibilisation, puis de la formation, puis de ne pas tolérer l'intolérable dans ce que les gestes de racisme et tout ça, une meilleure intégration faciliterait une meilleure cohabitation. Je comprends qu'il y a des traumatismes qui sont profonds, qui sont sans nom pour des gestes ignobles qui ont été posés, que ce soit les pensionnats, ou même la façon dont les Premières Nations ont été traitées lorsqu'on a mis le pied ici, là, il y a au-dessus de 400 ans. Sauf que, à un moment donné, est-ce qu'on ne doit pas se demander, ben, est-ce qu'un jour, il y a des avantages, pas des récompenses, là, mais des compensations qui viendront à échéance? Parce que là, les communautés autochtones ne paient pas de taxes. Là, tu rentres dans grands enjeux. Je sais. La loi sur les Indiens. Je sais, la loi sur les Indiens qui devrait être revue. Bonne chance. Là, on tolère qu'ils ne paient pas d'électricité, etc., etc. En même temps, lorsqu'on fait des projets de développement, on fait des ententes particulières, puis tant mieux, ça a donné lieu à des beaux succès, la paix des Braves, Bernard Landry, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que faut plus faire ou quoi que ce soit, mais je sais une chose, c'est que la perception de vastes communautés qui vivent en marge de la société, qui refusent d'adhérer à certains principes imposés au reste de la société, mais qui, en bout de ligne, bénéficient d'avantages particuliers et des autres avantages du modèle québécois, la santé, etc. Ouais, mais là, Ça fait, non, mais c'est... Écoute, je le dis de la façon la plus respectueuse possible parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont en sacrament aujourd'hui en lisant ça. Ben, c'est pas dur d'être en sacrament, mais sauf que là, tu rentres dans les grands enjeux, les grandes discussions qui durent depuis des centaines d'années, là. Moi, je les comprends. Est-ce qu'on les a, ces discussions-là, vraiment? Ben, on les a déjà eues, plus qu'aujourd'hui. Il y a des conversations dans les dernières années qui portaient plus sur la réconciliation. Mm-hmm. Mais, je veux dire, moi, je les comprends de vouloir garder leur identité aussi, puis leur nation. Absolument. Je les comprends 1000%. Ils ont raison, là. La réalité, là, je me ferais pas d'amis en disant ça, ils étaient ici avant nous autres pas mal. Là. Ça, c'est une réalité, là. C'est une réalité. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est normal qu'ils veuillent défendre leurs droits aussi, puis qu'ils essaient de négocier aussi, là. Je veux dire, moi aussi, ça me choque, là, cette affaire-là. Mais là, si on veut commencer à aller jouer dans la question de l'intégration, puis je pourrais te parler des chefs autochtones aussi qui entretiennent des fois la chicane un peu. Tu sais, des chefs autochtones au Canada qui gagnent 1 million par année, il y en a plein. Fait qu'eux autres, il y a bien du monde qui a un avantage. Est-ce que le système reste comme ça aussi, directement sur les réserves? Il n'y a pas de reddition de compte. Pas de reddition de compte. Fait que c'est un système qui fait l'affaire de bien du monde aussi, ça, au Canada, là, cette affaire-là. Comment il faudrait régler ça sans aller jouer là-dedans. Là, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir aller jouer là-dedans. Comment se fait-il que ce sont des centaines et des centaines de millions de dollars qui sont versés en compensation, mais que tu arrives dans plusieurs communautés, puis là, je parle pas juste au Québec, mais au Canada en général, où il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Alors que le chef de bande, lui, il est millionnaire, puis personne ne sait combien il reçoit, combien il fait. Il n'y a pas de reddition de compte. À un moment donné, le gouvernement a essayé d'aller chercher une reddition de compte. Ils ont dit, Justin Picard et les autres, ils ont dit, c'est pas vrai, vous ne toucherez pas à ça. Quand je parle de meilleure intégration en passant, là, je parle pas d'assimilation. Moi, je veux que ces peuples-là gardent leur spécificité, leur particularité culturelle et tout ça. On a un bel exemple à Québec avec Wendake. C'est un bel exemple. Je veux qu'on soit conscient des erreurs du passé, qu'on s'excuse, qu'on s'amende, puis tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a un élément qui est dans le texte de Thomas Gerbet, puis
Puis ceux qui se disent, genre, je vois des commentaires au 25-2-2-6, c'est une bonne discussion, mais il y en a qui disent, oh, OK, Jonathan, ose aller là. Je pense que je le fais de façon tout à fait respectueuse. Il n'y a pas de manque de respect envers les communautés qui ont des revendications qui sont pertinentes. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des traités qui ont été signés au fil du temps, qui consentent certains avantages, certains dédommagements, certaines exemptions. Mais ne pas payer son électricité, ce n'est pas dans ces traités-là. Fait que moi, qu'on respecte les traités qui ont été signés, parfait. Qu'il y ait des nouveaux traités qui soient signés pour établir des nouveaux partenariats pour continuer d'occuper le territoire, de développer des barrages et tout ça, qui sont beaucoup, beaucoup sur des zones qui appartiennent aux communautés autochtones, parfait. Faites-en d'autres, signez-en d'autres. On va tous se réjouir de les voir se serrer la main, puis... Mais de ne pas payer 250 millions en électricité, c'est pas dans le deal. Mais je pense aucun que c'est deal, ça. Je comprends ce qu'elle t'amène comme débat. T'as raison, là, mais là, je pense qu'on est vraiment d'un enjeu purement stratégique et politique, là. C'est juste de préparer la négociation à venir pour le développement d'Hydro-Québec. Je pense qu'on... Alors, remarque que là, il faut que Michael Sabia réponde à des questions là-dessus. Là. Je ne sais pas s'il est prévu qu'il revienne en commission parlementaire, là, mais 250 millions, c'est de l'argent en calvasse, là. C'est ça. On a besoin du 250 millions justement pour réaliser les grands projets puis doubler la capacité de production d'Hydro-Québec. Mais tu sais, c'est ça. Je pense pas qu'on est vraiment, lui, là, sa décision, c'est purement stratégique et politique, cette décision-là. Je comprends, mais tu sais... J'aime pas ça comparer des pommes avec des oranges, là, mais le 5 millions aux Kings, là, hein? On en a-tu parlé? Bien, 5 millions aux Kings, on ne met pas ses écoles, puis on ne met pas ses hôpitaux, puis on ne met pas... OK, mais le 250 millions dont on se prive, que les autres contribuables sont forcés de payer, à défaut de quoi ils vont se faire tirer sur la plug puis ils n'auront plus d'électricité. Il pourrait être mis où, ce 250 millions-là? Ben là, c'est ça. Comment Hydro-Québec peut se permettre de débrancher quelqu'un aujourd'hui, là? Si quelqu'un, je sais pas moi, à Terrebonne ou à Beauport n'a pas payé son compte, comment Hydro-Québec peut vraiment aller débrancher aujourd'hui, là? Comment ils peuvent vraiment faire ça, là? Ou dépluguer ça à distance, là? Comment ils peuvent faire ça aujourd'hui, là, moralement, après ce qu'on... Tu sais, 250 millions, on n'est pas loin de Nordvolt, là, dans les pertes et l'argent perdu et gaspillé. Ouais. On n'est pas loin de ça. Comme un auditeur dit, on le verra probablement jamais, ce 250 millions-là. Ils vont faire une espèce de rain check, là, puis OK, on va essayer de recommencer. Pourriez-vous payer à ça? Non, ils paieront pas plus. Bref, je termine en disant, c'est un dossier qui, je le rappelle, qui est fragile, sauf que je vais vous dire d'où vient mon envie d'en parler, même si c'est sensible. Il y a la nouvelle d'aujourd'hui là, qu'on trouve tous aberrante. Mais moi, pour avoir fait des missions dans des communautés, notamment Coudjouac, j'en ai déjà parlé des choses que j'ai vues, que j'ai vécues à l'époque où j'étais en politique, où tu vois une misère humaine, une détresse humaine qui est atroce. La surpopulation, la violence, l'alcoolisme, la violence conjugale, la toxicomanie, la pauvreté, etc., etc. Puis je suis toujours abasourdi de voir à quel point, quand on en parle un petit peu dans les médias, puis tout ça, on oublie très vite la réalité des communautés autochtones, de certaines communautés autochtones qui en arrachent. Des jeunes qui partent dans la vie avec des perspectives très, très sombres. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais je sais une chose, à force de travailler dans les médias puis de vous lire, c'est que quand on voit une multiplication de nouvelles comme celle-là, qui ont l'air de nous dire qu'il y a comme deux classes de citoyens au Québec, ceux qui sont obligés de respecter les lois, ceux qui ne les respectent pas, ça contribue malheureusement, mais ça contribue, je pense, des fois au manque de sensibilité qu'on peut avoir. Et je pense que si on était tous mieux intégrés, en respectant nos différences, peut-être qu'il y aurait davantage de mobilisation pour dire, mais comment ça se fait qu'on tolère l'intolérable? Ce qui se passe dans ces communautés-là. Malheureusement, le clivage demeure et le fossé augmente au lieu de rétrécir, je trouve. J'ai hâte d'entendre ce que les politiciens vont dire là-dessus, ce que Michael Sabia va dire là-dessus, mais un texte percutant de Thomas Gervais qui est disponible sur le site de Radio-Canada. À 14h, très exactement, au retour, on s'en va carrément ailleurs. On va vous parler pas de Nordvolt, on va parler de piste cyclable au retour.